Ah oui, je vais commencer du coup par revenir sur l'épisode précédent. Donc tu avais mentionné TCG. Ouais, c'était dans le roman La Cité des Permutants. Effectivement, je me souvenais qu'il y avait un automate cellulaire qui était nommé d'après trois mathématiciens et je pensais que c'était TCG, c'est ce que j'avais dit. TCG, ouais. Ouais, en fait, c'était pas du tout ça, c'était TVC. TVC, ouais. c'était pour Turing, von Neumann et Chang, je crois. Mais je connais pas le dernier en Je fait. connais pas Chang non plus. Ouais, j'avais été voir sur Wikipédia, effectivement, c'est plutôt un informaticien en fait. Et bon, voilà. Voilà, bon, désolé. TCG, ça m'a fait penser à tes initiales. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. C'est pas loin. Je pense que c'est bon de dire que de toute façon là on parle sans énormément de préparation, du coup forcément il va y avoir des bêtises qu'on va dire à gauche à droite, c'est un peu inévitable. Bah oui, c'est sûr. Voilà, pas trop. Faut pas nous en vouloir, ouais. Ça arrive, faut pas prendre trop au sérieux ce qu'on dit dans le podcast, prendre un peu plus au sérieux ce qu'on dira dans nos chaînes respectives, quoi. L'autre truc sur lequel je veux revenir, c'est alors j'ai appelé ça Cookie Lemon Cookie, c'est un concept que j'ai découvert récemment parce que je fais de l'improvisation théâtrale à côté. Et du coup, on est obligé, on a tendance à vouloir critiquer ce que font les uns et les autres pour qu'on s'améliore, quoi. Mais faut pas être trop violent dans les critiques et tout ça. Du coup, je trouvais que c'est intéressant comme principe. C'est l'idée, c'est tu donnes d'abord un cookie. Un cookie, c'est un truc gentil. Après, tu peux cookie, lemon cookie. Lemon là qui pique un peu. Puis tu redonnes un cookie pour terminer, quoi. Et je pense que c'est un concept plus général. Donc je dis ça notamment par rapport à la vidéo. Suite au podcast précédent, il y a certaines vidéos où j'ai pas été très élogieux, alors que au fond de moi je suis j'adore, notamment je pense à la vidéo de PBS Infinite Series là, sur ce que les ordinateurs sont capables de faire de l'algèbre. La vidéo est vraiment géniale et je l'ai pas dit dans la vidéo précédente et dans le podcast précédent. Du coup, ce serait bon je garde un peu ça en tête. A priori, si on parle d'une vidéo, c'est qu'elle nous a plu. Hein, mais c'est vrai que c'est important de le dire quand même. Voilà, donc toutes les vidéos dont on vous parle, en tout cas, c'est les vidéos qu'on vous recommande fortement. Et plus généralement, il y a aussi une autre vidéo qui parlait de Julia Galef, où elle parle de comment critiquer quelqu'un, notamment sur Internet. Je trouvais que c'est des choses qu'il faudrait apprendre quelque part, parce que c'est pas évident. Faut pas parler de la même façon à quelqu'un qu'on connaît pas que quelqu'un qu'on connaît bien. Ou enfin, les commentaires sur Internet peuvent être rapidement très très violents. Mais en fait, la vidéo de Julia Galef, c'est même plus précisément sur les critiques non sollicitées. Sa première suggestion, c'est de ne pas en faire déjà, parce que effectivement, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pas la même chose de faire une critique à quelqu'un qui vraiment vous demande une critique et de faire une critique à quelqu'un qui ne vous en demande pas en fait. Effectivement, ça peut facilement être mal reçu dans ce genre de cas. Et elle donne des bons conseils. J'aime bien cette vidéaste, je ne connaissais pas avant il y a quelques semaines et c'est chouette ce qu'elle fait. On va en reparler plus tard parce qu'elle a fait une bonne vidéo sur le Sleeping Beauty. On veut justement parler du Sleeping Beauty problème un peu plus tard. Il y a un autre truc dont je voulais parler, c'est la dernière fois on avait parlé des preuves mathématiques. On s'était demandé si elles étaient vraies ou pas, notamment quand elles commençaient à être longues. Et dans l'actualité mathématique, récemment, il y a quelqu'un qui a proposé une preuve, Norbert Bloom, qui est un chercheur sérieux, quelqu'un qui a un bon background, qui a proposé une preuve du problème P versus NP, qui est le grand problème en informatique théorique. Et ce qui est assez amusant, c'est que il y a un énorme a priori de tous les chercheurs que la preuve, même si le mec est excellent, tout le monde pense que la preuve a priori est fausse, et ce sera un peu surprenant si elle est vraie, quoi. Parce que, en gros, la solution qu'il a trouvée au problème, c'est plutôt une solution qu'on s'attendait à être fausse, ou on s'attend à ce que la preuve soit fausse, au sens où on s'attend pas à ce que ce soit prouvable. On s'attend à ce que la preuve est difficile. C'est-à-dire, en fait, il prouve le truc dont tout le monde pense qu'il est vrai. Tout le monde pense que P est différent de NP, et c'est ce qu'il prouve. Mais il y a eu énormément de tentatives de cette preuve dans le passé, et à chaque fois, il y a eu des problèmes. Du coup, il y a un énorme a priori sur une preuve sur ça, sans doute qu'il va y avoir un problème. Ce qui est assez amusant, je pense, pour ceux qui connaissent pas très bien le monde des maths, d'avoir une preuve comme ça. Et il y a beaucoup de problèmes, en fait, tous les problèmes du millénium, les problèmes sur les nombres premiers. Même moi, je reçois de temps en temps des emails de gens qui me disent, bon voilà, j'ai prouvé tel théorème qui résiste depuis des millénaires. Et bon, a priori, c'est que c'est faux, quoi. C'est un priori normal à avoir si on regarde de l'historique de ce genre de preuves.
Voilà, donc je trouvais ça assez amusant à signaler. Non, c'est vrai, c'est un sujet intéressant. Il y a encore des gens qui envoient des preuves pour prouver la quadrature du cercle, je sais. Alors, je veux dire, pour le coup, c'est prouver que c'est improuvable et que c'est impossible. Et il y a quand même des gens qui en envoient régulièrement. Et je sais que j'avais entendu ce truc-là que l'Académie des sciences refuse d'examiner toute preuve de ce type-là, simplement en disant c'est bon, c'est un problème qui est réglé, on peut pas le prouver, c'est pas la peine d'essayer. On n'a même pas besoin d'examiner votre preuve pour vous dire qu'elle est fausse, on sait qu'elle est fausse. Et, c'est vrai que c'est intéressant parce faut comprendre que ça coûte du temps de prouver d'examiner une preuve, donc c'est normal de refuser parfois, de dire simplement c'est pas la peine, on a de bonnes raisons de penser que c'est faux, effectivement. Ouais. Cool. Bon, on peut passer aux vidéos. Ouais, ok. Alors la première, c'est pas une vidéo, c'est un podcast de Radiolab qui s'appelle Breaking News. Donc ça parle d'un truc qui est assez effrayant. Donc c'est des chercheurs en informatique théorique, en intelligence artificielle, qui ont été capables de prendre des speeches d'Obama, d'entraîner un modèle de machine learning et de faire dire à Obama de façon en vidéo, quoi. Donc on a une vidéo où Obama dit un speech totalement inventé par les chercheurs. Donc on a une vidéo d'Obama qui lit un texte que des chercheurs ont choisi, et c'est vachement crédible, notamment à l'époque de fake news en ce moment. C'est un peu ça fait un petit peu peur. On peut voir la vidéo d'ailleurs, c'est juste un podcast, mais la vidéo on peut y aller voir sur internet, et c'est vrai. C'est pas encore parfait. J'étais un peu déçu en fait quand j'avais été voir la vidéo, parce que j'avais d'abord écouté le podcast, après j'avais été voir la vidéo. C'est pas encore parfait, mais effectivement on peut se dire bon là c'est le début et on attend quelques années et là on arrivera à des résultats sans doute quasi parfaits, effectivement. Et je sais, ça peut poser des énormes problèmes parce que du coup s'il commence à être vraiment bon, alors non seulement tu peux avoir des images de toi qui dit des trucs complètement faux, mais en plus après c'est difficile de savoir si c'était vraiment toi pour une tierce personne, c'est difficile de savoir si c'était vraiment toi ou si c'est. Et du coup par exemple des vidéos où on voit quelqu'un parler ne peuvent plus compter comme des preuves, puisqu'il y aura toujours une suspicion. Ce qui est étrange, c'est qu'on est habitué à ce qu'une vidéo en elle-même soit une preuve authentique du fait que la personne qui est filmée a bien dit ce qu'elle a dit, ou ce genre de choses. Ou même qu'un enregistrement sonore est une preuve solide, parce qu'il y a beaucoup de trucs aussi sur la fabrication de faux enregistrements sonores. En imaginant vraiment que dans le futur, ce soit bien développé, ce genre de truc, que ce soit super facile, t'enregistres quelqu'un, et après t'as un synthétiseur de voix construit n'importe quel discours à partir de sa voix. Et on sait très bien que ça se fait, et que c'est aussi facile que du traitement de texte. Je pense que ça changerait vraiment simplement notre rapport à ce type d'objet, on aurait le même type de rapport à ce type d'objet, un enregistrement sonore ou une vidéo, qu'à un tweet ou un truc comme ça. On sait que c'est hyper facilement falsifiable, un screenshot de tweet, il n'y a rien de plus facile, j'en ai fait dans mes vidéos, justement, c'est marrant. Voilà, donc on se dirait c'est ce type d'objet-là. Donc c'est un type d'objet qui est relativement facilement falsifiable matériellement. Mais après, il y a d'autres moyens d'authentification. En fait, comment est-ce qu'on sait qu'un tweet est authentique? Ça n'a rien à voir avec le côté difficile à fabriquer de l'image. Ça a à voir avec déjà le fait qu'il soit présent sur le compte Twitter de la personne, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y aurait d'autres façons d'authentifier les messages, en fait. Et c'est assez intéressant parce que jusque-là, on savait que pour des trucs comme des tweets, il y a effectivement un mode d'authentification qui est assez particulier, mais on gardait l'idée que la vidéo, le son, ce genre de choses, c'est quand même infalsifiable, très difficilement falsifiable. Et si ça change aussi, ce serait une évolution assez étrange. Mais je pense que tout le monde aura ça en tête. À partir du moment où c'est accepté. Enfin voilà, ils étaient super pessimistes dans le podcast. Et c'est vrai que c'est bizarre, c'est inquiétant, mais j'essaie de pas être trop pessimiste en général. Ouais, t'as aussi des travaux sur les faux souvenirs qui montrent que c'est assez facile d'implanter en fait des faux souvenirs à d'autres personnes. Donc il y a un livre de Julia Shaw sur le sujet. Et ce genre de truc aussi, ça pourrait être plus facile d'implanter des faux souvenirs de façon subtile et sans que l'autre personne s'en rende compte. Je vois, ça m'a fait réfléchir sur. Ouais, c'est vrai que ça ouvre des possibilités de manipulation qui sont assez hallucinantes, effectivement. Mais après, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pris des exemples de prise de parole publique. Et je pense que c'est pas les exemples où ce serait le plus frappant. Je pense là où ça serait le plus inquiétant, c'est plutôt pour des
prises de parole privées, ou je sais pas, c'est plus, je pense pour des hommes politiques ou des choses comme ça, ce serait pas spécialement problématique, parce que c'est tellement important d'authentifier ce qu'ils ont dit ou pas, dire que voilà, il y aura socialement un moyen de le faire. Mais pour des trucs privés, effectivement, ça pourrait être troublant. Genre, on montre une vidéo de toi, comme ça. Après, c'est des trucs sur Trump, Trump en particulier, ou des personnages qui sont très clivants comme ça, ça peut juste renforcer. On peut mettre une vidéo comme ça pour énerver tous les républicains ou tous les démocrates. Après, c'est un truc qui se fait, du genre de construire un espèce de faux tweet et de le partager. Et les gens qui sont un petit peu, voilà, qui ont envie de croire le contenu, de se dire oui, c'est vrai, sans doute, ce type-là a dû dire un truc pareil, ils vont le retweeter, ils vont le partager eux-mêmes sans vérifier. Et ça se fait déjà, finalement. Pour quelqu'un qui voudrait vérifier la source, il n'aurait pas trop de mal à se rendre compte que c'est n'importe quoi, en fait. Le problème des fake news, c'est pas tant que vraiment quelqu'un qui veut savoir si c'est une fake news n'arrive pas à le savoir, c'est que les gens veulent croire ce qu'ils partagent. Quand ils partagent des fake news, ils s'en fichent complètement de vérifier. Mais c'est sûr, ça rendrait le truc encore plus large, le fait qu'il y ait ce genre de technologie accessible facilement. Parce qu'en plus, ça a l'air facile, c'est ça le truc qui est assez frappant dans les exemples qu'il donne. C'est aussi facile que du traitement de texte. Ouais. Le truc vraiment sur la voix, il montrait ça, c'était comme du traitement de texte. On efface le texte, on réécrit un autre texte et c'est la même voix qu'il dit. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Ouais. Puis il y a un autre truc aussi dans le podcast qui m'a pas mal frappé, c'est à un moment il y a une interview de la chercheuse qui travaillait sur ces technologies. Et en gros, on lui a demandé si ça posait des problèmes éthiques. Et moi, j'avais l'impression, en écoutant, qu'elle avait pas du tout réfléchi à la question. Effectivement, c'est fou. Ouais. On a l'impression. Elle faisait preuve d'une incroyable naïveté, effectivement. Je sais pas si c'était parce que ça l'embêtait qu'on lui pose ces questions-là. C'était assez frappant, ouais. Parce que c'est clair qu'il y a des problèmes éthiques comme qui se posent. Ouais. Et aujourd'hui, les pressions sur les chercheurs sont telles que publier, si on veut garder son métier, c'est important. Et j'ai l'impression, je me demande parfois s'il faudrait pas faire soulever plus ces questions éthiques et morales, surtout sur des champs comme ça, comme l'informatique où on n'a pas forcément. Parce qu'à la limite, sur les trucs de biologie, les gens sont assez au fait des questions éthiques. Mais sur les questions de l'informatique, j'ai l'impression de moins. Quoi. Pourtant, clairement, il y a des implications importantes. Mais sur la recherche en intelligence artificielle, quand même, ça commence à être assez admis quand même que ça a une portée éthique, ce qu'on fait. Je pense qu'il y a encore un gap, parce qu'il y a des gens comme Hawking ou Musk ou Bostrom qui insiste beaucoup sur ce problème, mais au niveau des chercheurs en intelligence artificielle, ou je sais pas, faut regarder aussi auprès des développeurs chez Google qui ont finalement beaucoup de pouvoir ou de responsabilité par rapport à tout ça. Je sais pas à quel point les notions éthiques ou le danger ou le pouvoir qu'ils ont, indirectement. Je sais pas à quel point il y a une réflexion morale derrière tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Vraiment, ça vaut le coup d'aller voir la vidéo de Obama qui dit... alors, ils ont juste changé quelques mots dans le discours et effectivement, qui dit exactement le contraire de ce qu'il a effectivement dit ce jour-là. C'est assez impressionnant. Il faut se dire, bientôt, ce sera encore mieux. Franchement, il y a aussi juste pour finir, parce qu'il y a aussi des possibilités géniales, parce que ça veut dire qu'on pourrait revoir des films nouveaux avec, je sais pas, Audrey Hepburn et voilà, des acteurs morts. Et ça c'est quand même assez chouette, quelque part aussi. Est-ce que t'as regardé Black Mirror? Ouais, j'adore Black Mirror. Ouais, t'as un épisode où ils sont capables de lire à partir des emails d'une personne, de recréer une intelligence artificielle qui est qui se comporte comme la personne dont les emails ont été lus, quoi. Donc ça serait un peu ça, quoi. Là, ça va encore un peu plus loin dans Black Mirror parce que ça infère toute la personnalité de la personne. Au niveau de la voix et des emails, c'est vrai que tu dis, c'est un truc qui serait carrément possible. Surtout, il y a tellement de données maintenant, on communique tellement, etc. En tout cas, ça mérite qu'on y réfléchisse parce que c'est des choses qui vont arriver de toute façon. Parce que les ingénieurs sont là et leur job, c'est d'essayer de développer ces outils-là et on voit pas bien pourquoi ils le feraient pas quelque part. Clairement. D'ailleurs, c'est vrai que dans le podcast, c'est assez génial les espèces d'utilisations qui suggèrent à quel point c'est pas celle auquel on pense, quoi. Ils pensent à des trucs du genre dans l'industrie du cinéma, ça peut être pratique, ça évite d'avoir à faire une prise ou un truc comme ça. J'ai du mal à imaginer que ce soit juste pour ça qu'ils se mettent à développer ça. Clairement,
On sent bien que si c'est intéressant, si on a envie de le faire, c'est parce qu'on pense à d'autres utilisations. Parce que, je sais pas, parce que justement, ça permet plus que juste ces trucs-là qui sont assez dérisoires quand même. J'avais vu un autre truc, là, une autre vidéo YouTube qui montrait comment on était maintenant capable de refaire la voix. Donc, t'avais une scène qui était jouée et l'actrice qui jouait la scène ensuite refaisait la voix. Et la voix ensuite était modifiée pour être ajustée à l'image. Du coup, elle n'avait pas besoin de rejouer la scène, elle pouvait juste redire sa phrase, et puis ensuite la phrase était adaptée à l'image. Ça pourrait être utile pour nous aussi, vidéastes. Ça aurait pu m'être utile plus d'une fois, moi. Clairement, ça peut être pratique, ça. Non, mais c'est un bon podcast, ça dure 1 heure à peu près, et on vous le recommande, hein, c'est chouette. C'est chouette. Alors, deuxième vidéo, c'est Optimistic Nihilism de Kurzgesagt. Donc, c'est une vidéo en anglais, mais c'est sous-titré en français, donc voilà, c'est facile à comprendre. Donc, Kurzgesagt, ils sont assez c'est assez joli, hein, les vidéos qu'ils font, parce que c'est entièrement des animations très rondes, très... je regarde ça avec ma fille souvent, parce que ça ressemble à des dessins animés, alors c'est pratique. Mais c'est très scientifique par ailleurs, et c'est vrai qu'ils sont un peu spécialisés dans l'art de nous faire ressentir la petitesse de l'humain par rapport à l'immensité de l'univers, ce genre de choses. Ils ont beaucoup de vidéos qui tournent un peu autour de ça. Et c'est vrai que ça peut être c'est souvent assez angoissant, leurs vidéos. Ou alors, à l'inverse, le côté extraordinairement complexe de notre organisme et à quel point on est des chimères. Et, enfin, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est vraiment... l'infiniment grand, l'infiniment petit, et voilà, et nous entre les deux, et c'est complètement angoissant quelque part. Ils ont vraiment d'ailleurs, ils ont une playlist angoisse existentielle, un truc comme ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment plein de vidéos. Il y a une vidéo sur les robots aussi qui fait bien. Ils sont très aussi dans les perspectives de l'avenir pour l'être humain qui sont... D'ailleurs, je pense qu'ils en parlent indirectement dans la vidéo de ça. Et donc bref, et là la vidéo qu'ils ont faite, elle est intéressante parce que justement ils essaient d'explorer la philosophie de leurs vidéos qu'il y a derrière. Parce que en fait, c'est vrai que c'est curieux, c'est des vidéos qui sont à la fois assez angoissantes quand même, et en même temps, comme j'ai dit, le graphisme il est super rond et mignon quelque part. Avec des petits canards. C'est ça, c'est toujours des petits canards, c'est super. Il y a un côté joyeux presque, enfin, je sais pas, c'est très étrange ce mélange-là, et justement ils expliquent un petit peu... quelle est leur philosophie derrière leur vidéo dans cette vidéo Optimistic Nihilism, et donc ils l'appellent, ils disent on a une sorte d'optimiste, de nihilisme optimiste, voilà. Et alors je sais pas si c'est le terme le plus juste en fait, mais en gros leur idée c'est donc pourquoi c'est nihiliste, c'est au sens où voilà, l'univers, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens à tout ça, l'univers est immense et il n'est pas créé pour nous, et on est là au milieu de tout ça, et il n'y a sans doute pas de raison particulière pour qu'on y soit. Donc ça serait ça le côté nihiliste. Et en même temps, c'est optimiste, alors, parce que dans cette... on est, tant qu'à être là au milieu de cet univers qui n'a pas de sens, autant essayer d'être heureux, de trouver des connaissances, d'explorer cet univers, etc. Voilà, tant qu'à faire, faisons un bon usage de notre situation absurde. Voilà, c'est en gros ça leur côté optimiste. Et je pense que quelque part, ils ne sont pas réellement nihilistes parce que, justement, je pense qu'ils posent une valeur. Ce qui ressort vraiment de leurs vidéos, de façon générale, pour les regarder, je crois que je les ai à peu près toutes regardées, c'est qu'ils accordent beaucoup d'importance à l'exploration de l'univers dans le futur, à la recherche de connaissances, à ces choses-là. Et je pense vraiment qu'ils y trouvent, ils y accordent, et je suis d'accord, hein, je partage tout à fait ce genre de point de vue, ils y accordent vraiment une valeur en soi. Donc de ce point de vue-là, ils ne sont pas vraiment nihilistes. Je pense qu'ils accordent vraiment une valeur en soi à l'idée que dans l'avenir, les hommes sortent de cette petite planète et essayent d'explorer même si c'est un coin d'univers minuscule, en fait, le coin d'univers qu'on peut explorer. Il y a vraiment une vidéo très intéressante là-dessus, sur jusqu'où on pourrait aller, même dans le meilleur des cas, et c'est minuscule, en fait. Et quelque part, c'est déprimant, mais quand même, ils accordent de la valeur à ça, c'est très clairement. Ils ne pensent pas que ce soit indifférent, qu'on le fasse ou pas. Et comment tu définirais le nihilisme, du coup ? Vraiment, le nihilisme, ça consistera à dire qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a aucune valeur. Et tout au plus, il y a peut-être... souvent, ça va avec le relativisme, c'est-à-dire que ça revient à dire, finalement, nous, effectivement, je peux accorder de la valeur à quelque chose, mais je n'imagine pas que ce soit une valeur universelle, une valeur objective. Et très clairement, je pense que... Même s'ils disent que d'une certaine façon c'est nous qui posons ces valeurs-là, l'idée que ce soit important, je sais pas, d'être heureux ou d'explorer l'univers, d'acquérir des connaissances, si vraiment ils pensaient que c'était juste
juste eux qui posent ces valeurs-là, ça serait vraiment comme un goût gastronomique, j'ai envie de dire. Typiquement, pour moi, j'accorde de la valeur à avoir dans mon assiette des trucs que j'aime bien. Je sais pas, genre, dans ma dernière vidéo, je prenais l'exemple d'un animal absolument horrible, ça s'appelle le guéboul, qu'on mange en Corée, effectivement. Et c'est vraiment pas bon. Et les Coréens, ils aiment bien. Enfin, pas tous en fait, mais quand même beaucoup. C'est quoi le goût, la texture En fait, c'est surtout l'idée de manger ça qui est assez répugnante. En fait, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais. Le goût est pas très intéressant, mais c'est surtout l'idée de manger ça, c'est assez difficile. Enfin bref, mais typiquement, tu vois, si j'avais le choix entre appuyer sur voilà, j'ai 2 boutons, il faut que j'appuie sur un des 2 boutons, et si j'appuie sur un, ça fait que dans l'avenir, je sais pas, genre dans 100 ans, tout le monde aime le guéboul, et sur l'autre bouton, ça fera que personne n'aime le guéboul. Voilà, honnêtement, je m'en fiche complètement du bouton sur lequel j'appuie. Même à la limite, je me dis même d'un point de vue utilitariste, parce que finalement j'accorde de l'importance au bonheur, je me dis, quelque part, c'est mieux que tout le monde aime le guéboul. Après tout. Voilà. Je me demande même si je pouvais, je le ferais pas, quelque part. Je pouvais acquérir ce goût pour cet animal. Pourquoi pas? Et ça montre que même si ça a de l'importance pour moi de ne pas avoir du guéboul dans mon assiette, quelque part, j'accorde pas de la valeur à ça. Parce que si j'accordais de la valeur à ça, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Okay. Et c'est pas le cas, quelque part, je m'en fiche que tout le monde déteste le guéboul ou pas. Et typiquement, est-ce que tu serais prêt à faire la même chose pour quelque chose comme le goût pour les connaissances? Moi, j'aime connaître, explorer l'univers, etc. J'y accorde de la valeur. Mais je ne considère pas comme indifférent le fait que les hommes vont continuer à avoir ce goût-là à l'avenir. Je considère ça comme vraiment important. Et si j'avais le choix entre appuyer sur un bouton qui fera que tous les hommes partageront ce goût-là à l'avenir, ou qu'aucun homme ne partagera ce goût-là à l'avenir, j'hésite pas une seconde sur le bouton sur lequel j'appuie. Ouais. Et de ce point de vue-là, ça montre que j'accorde vraiment de la valeur en soi à la connaissance, à l'exploration de l'univers, à ces choses-là. Et je pense qu'ils feraient le même choix. Et c'est pour cette raison-là, je dirais qu'ils ne sont pas si nihilistes que ça. Ouais, ouais. En effet. Je pense qu'il y a, enfin, et je pense que je fais les vidéos que je fais parce que bon, il y a pas mal de raisons, mais une des raisons c'est juste utilitariste. Je pense que ça fait plaisir aux gens de voir les vidéos que je fais. Quoi. Ça reste le truc principal, mais c'est vrai que quelque part il y a aussi le fait que la connaissance, il y a des valeurs que je veux partager et en cela c'est pas tout à fait nihiliste. Ouais, je pense la plupart en général, les chercheurs quand même accordent de la valeur à la connaissance en soi. Dire. Ouais, clairement, si tu avais 2 avenirs possibles, tiens, je vais te poser une espèce de pensée morale encore. Si tu avais t'as 2 boutons sur lesquels tu peux appuyer, et voilà, et t'es obligé de choisir un des 2. Et si tu appuies sur le bouton A, l'avenir dans 100 ans, ça va être un paradis utilitariste. Tous les hommes sont super heureux. Genre, on a trouvé vraiment une machine, on se branche dessus et les hommes, vraiment, ils sont heureux. Et vraiment, on leur laisse la liberté de dire, vous pouvez arrêter quand vous voulez, reprendre votre vie, chercher des connaissances, etc., faire autre chose, explorer l'univers. Les gens, tous, veulent dire, non, en fait, ce que je veux, c'est me brancher sur cette machine, vraiment, c'est ça qui me rend heureux, etc. Donc, paradis utilitariste pour dans 100 ans. Et l'autre bouton, c'est, on découvre pas cette machine, mais par contre, et les hommes explorent l'univers, cherchent des connaissances, etc. Et il y a des guerres, et voilà, tout n'est pas parfait, parce que voilà, l'homme est très imparfait, mais au moins, il y a de la, voilà, il y a de la recherche de connaissances, il y a de l'exploration de l'univers ou des choses dans ce goût-là. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu es vraiment utilitariste? C'est la pilule rouge et la pilule bleue pour l'humanité entière. Quoi. En un sens, c'est un peu ça. Tu pourrais dire, c'est vrai que dans Matrix, on a plutôt l'impression qu'ils sont pas vraiment heureux, en fait, les êtres humains. Mais en imaginant vraiment qu'il y en a un cas, c'est le bonheur dans l'ignorance pour tous. Et pour énormément de gens, pour imaginer en plus, pour avoir des arguments aussi sur le fait que c'est important d'explorer l'univers, parce qu'il y aura plus d'êtres humains, plus d'êtres intelligents dans l'univers. Mais en admettant qu'il y a le même nombre d'êtres humains dans tous les cas, dans les 2 scénarios. Qu'est-ce que tu choisirais pour l'humanité? Je réponds maintenant. Tu fais un choix pour l'humanité, attention. C'est un choix difficile. Ouais, je pense que j'appuierais sur le truc utilitariste. Sérieux? Le paradis utilitariste. Toi, tu appuierais sur l'autre bouton? Ah oui, sans aucun doute, j'appuierais sur l'autre bouton. T'imagines, il y aura plus de maths, je sais pas, la recherche en maths, on a juste trouvé ce qu'il fallait des maths pour réussir à faire marcher cette machine qui rend tout le monde heureux. On n'a pas besoin de plus. Ça serait triste, non? Je sais pas. À titre personnel, je préférerais être dans le deuxième monde, pouvoir explorer les choses et découvrir les choses. Mais
prendre la responsabilité pour les autres. Je sais pas, forcer les autres à vivre dans un monde où on les pousse à savoir, et s'ils savent pas, il peut se passer des trucs dramatiques. Je pense que je serais quand même dans le paradis utilitariste. Ok. Pour les autres. Ah, t'es vraiment utilitariste quand même. C'est marrant. Moi, j'ai pas trop de doute enfin, j'accorde de l'importance effectivement. Toute chose égale par ailleurs, c'est mieux que les gens soient plus heureux que moins heureux. Ouais. Mais toute chose égale par ailleurs, j'ai l'impression aussi que c'est mieux qu'il y ait plus de connaissances accessibles, que l'univers soit, je sais pas, qu'il y ait plus d'informations que de bruit dans l'univers, quelque chose comme ça. Ça c'est mon côté anti-réaliste. Les gens de toute façon ils existent pas. Et du coup, et entre ces deux trucs, je pense vraiment le côté connaissance, exploration de l'univers, information, me paraît plus important. Moi, j'ai l'impression que je suis utilitariste juste au sens parce que au jour le jour, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, il me semble. Mais si on devait vraiment faire des choix en vue du destin de l'humanité ou quelque chose comme ça, je serais pas tellement utilitariste, je crois. Alors il y a peut-être aussi autre chose, c'est que je serais tellement en merveille, en admiration devant la machine qui produit ces rêves utilitaristes, que ça serait tellement une merveille. Je pense que j'attribue une valeur juste à la machine. Ce serait terrible, moi je pense. L'existence d'une telle machine serait terrible quelque part. Ah oui, je rêverais de pouvoir concevoir de comprendre comment une telle machine a pu être conçue, quoi. Ouais. C'est peut-être côté un peu aussi constructiviste, capable de construire ça me... Je sais pas, à la limite, je me dis, c'est peut-être pas si compliqué, au fond, nous mettre dans un état d'euphorie perpétuelle. Peut-être en fait qu'on comprend bien le système nerveux, ça c'est pas si compliqué. J'ai l'impression que ce serait pas une merveille, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que ça serait... Ouais. Je suis pas 100% utilitariste, clairement. L'excitation intellectuelle, le fait d'avoir des nouvelles idées ou de comprendre le monde qui nous entoure, c'est un truc auquel j'attribue pas mal de valeur finalement, quoi. Mais... Le monde serait quand même un peu plus pauvre si juste tout le monde était heureux. Je sais pas, j'ai un sentiment, j'ai l'impression de la richesse, je sais pas, la richesse ontologique d'un monde. J'ai l'impression que le bonheur, c'est intéressant qu'il y ait pas juste des gens heureux, juste des... Je sais pas, et on éradique toutes les autres espèces animales, par exemple, ou celles qui n'arrivent, en tout cas celles qu'on peut pas brancher sur la machine en question. On garde juste celles qui peuvent être heureux, les animaux qui produisent de la souffrance quelque part. Ça serait quand même triste, non? Finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la valeur qu'on attribue à la biodiversité contre la valeur plutôt attribuée au bien-être humain dans la vidéo de Dirty Biology. C'est un peu ce genre de question, genre qu'est-ce qu'on veut pour l'humanité? Est-ce qu'on veut un monde riche, intéressant, complexe, avec intéressant à explorer, ou un monde agréable? T'as aussi une distinction entre agréable pour moi et agréable, ce que je pense c'est peut-être, pour le reste des gens, quoi. Je me considère différent de la plupart des gens. Je pense que j'attribue beaucoup plus de valeur à la connaissance qu'à la plupart des gens. Du coup, moi, je saute sans problème dans le deuxième monde, quoi. Mais imposer ça au reste de l'humanité, c'est... Je sais... disons, en admettant vraiment la machine, elle est telle que on te branche dessus, je sais pas, un jour, comme ça, et puis à partir de là, t'as toujours le choix de pouvoir te débrancher et mener une autre vie, mais juste de fait, toutes les personnes qu'on a branchées là-dessus, à chaque fois, elles reviennent et disent non, oui, j'étais mathématicien, mais maintenant, je m'en fiche, je veux juste être branché sur cette machine. Donc de fait, vraiment, c'est le goût de chacun, ça leur paraît vraiment agréable. Vraiment, ça leur paraît ce qu'ils veulent le plus dans la vie, finalement, c'est de brancher sur cette machine. Moi, je les laisse se brancher à la machine. Bon, c'est vrai, t'es un vrai utilitariste. Je pense que les vidéos de course que ça, typiquement, trahissent plutôt l'idée que, quelque part, ils attribuent vraiment... C'est vraiment un thème qui revient très souvent à l'exploration de l'univers chez eux, et l'idée que l'être humain pourrait bien sortir un peu de sa planète. Il y a beaucoup de vidéos très marrantes sur où est-ce que ce serait le mieux de rester, pour une civilisation intelligente, pour rester aussi longtemps que possible, parce que l'univers va s'y finir au bout d'un moment, mais il y a des zones de l'univers qui sont mieux parce que les étoiles durent assez longtemps. Notre étoile, elle est un peu nulle pour ça, elle va dans quelques milliards d'années, ça sera fini, ça sera plus possible. Donc il faut essayer de s'installer ailleurs si on veut vraiment durer longtemps. Il y a plein de trucs là-dessus, et je pense vraiment ils y accordent beaucoup de valeur, et je partage complètement ça. Je pense que c'est... J'ai un peu du mal avec ce qui se passera dans quelques milliards d'années. C'est vrai que ça paraît...
D'ailleurs, c'est assez étrange. L'humanité, on sait que l'univers va durer très longtemps. Quelque part, ce temps, il est ouvert, il est possible qu'on puisse s'en emparer. Et pourtant, ça fait pas longtemps que l'humanité existe. Donc on a un petit peu l'idée, d'ailleurs, il y a un argument assez connu, c'est le Doomsday Argument, ça vient de Nick Bostrom aussi. Si on imagine qu'on est des espèces d'êtres humains tirés au hasard dans l'ensemble des êtres humains qui auront jamais existé, le fait qu'on soit là que depuis quelques temps, pas très longtemps, enfin ça dépend comment on compte les choses, mais en tout cas pas très longtemps, c'est clair, surtout à l'échelle de l'univers et à l'échelle du temps qui nous reste, ça suggère qu'en fait l'humanité va pas durer très longtemps. Il y a une vidéo de Monsieur Phi sur le sujet que je recommande fortement. C'est un autre argument qu'en fait que la simulation, ça s'appelle le Doomsday Argument. Il est assez compliqué, d'ailleurs il fait intervenir des notions de probabilité que je suis pas sûr de bien saisir. C'est vrai que tu regardes peut-être un jour, une fois. Peut-être on en parlera dans un podcast une fois. Ouais. Mais en imaginant que on survit à ce siècle-là, effectivement, les êtres humains, ils sortent de cette petite planète, ils arrivent à explorer l'univers, etc. Et la vie apparaît du coup sur d'autres planètes. Et en admettant que c'est vraiment un phénomène plutôt rare, la vie et la vie intelligente en particulier, on a une responsabilité incroyable en ce moment. On a vraiment une responsabilité qui est absolument écrasante quelque part. Essayer de se convaincre que quelque part l'humanité va disparaître bientôt, de toute façon, je pense que c'est une façon de fuir devant cette responsabilité, de se dire de toute façon c'est inévitable. Enfin, ça se trouve, ce qu'on va faire là dans le prochain siècle détermine s'il y aura des dizaines de milliards d'êtres humains qui exploreront la galaxie, ou si en fait la vie aura disparu de la Terre d'ici quelques centaines de milliers d'années. C'est quand même super important quelque part. Je trouve que les vidéos de Kurzgesagt sont pas mal pour essayer de... Ouais, ils sont pas mal dans ce sens. Ressentir ce truc-là. Ouais. J'adore Kurzgesagt. Je pense que c'est vraiment une de mes chaînes préférées. Et c'est un truc, on peut regarder ça avec ses enfants, parce que ça ressemble à un dessin. C'est très pratique. Ta fille est devenue nihiliste optimiste. Je pense que c'est surtout les images d'oiseaux qui lui plaisent. Voilà, les petits oiseaux, c'est bien. Ok, donc la troisième vidéo, c'est une vidéo de LG qui répondait à une question de Viviane Lalande de Syllabus, la chaîne Syllabus, sur quelle est la différence entre une équation et une fonction. Et c'est une question qui, pour tous ceux pour beaucoup de gens en tout cas qui ont étudié les maths au niveau post-bac, on va dire, c'est une question qui finalement semble assez triviale, quoi. Une équation, c'est quelque chose qui est avec un signe égal qui veut dire, et une inconnue souvent, ou plusieurs inconnues. Et une fonction, c'est une espèce de machine qui prend quelque chose et qui ressort quelque chose. Donc c'est une espèce de transformation. Et on peut décrire cette transformation. Enfin, là où c'est troublant, c'est surtout qu'on peut décrire cette transformation en disant que ce qui sort de la machine, donc F c'est la machine, et X c'est ce qu'on lui a donné, on peut décrire cette machine en donnant la valeur de F de X, de ce qui est sorti en fonction de ce qui est rentré. Et du coup, on a encore un signe égal qui apparaît lorsqu'on définit une fonction. Donc à chaque fois en pratique, à chaque fois que quelqu'un définit une fonction, très souvent on va avoir un signe égal et on va avoir l'impression que c'est une équation. Et donc la distinction est en fait assez amusante, et LGJ en parle très bien. Il fait trois distinctions. En fait, le signe égal a plusieurs sens en mathématiques, et c'est ça qui est un peu problématique. En tout cas, la manière dont on utilise les mathématiques. Dans le cas des fonctions notamment, on utilise le signe égal comme une définition en fait. Donc parfois les gens vont écrire ça différemment avec soit un triangle au-dessus du signe égal, soit deux points avant le égal pour dire voilà, j'écris f de x est égal à quelque chose, à x carré par exemple, mais ce que j'entends c'est que c'est la définition de f de x, c'est f de x est défini par x carré. Alors que si on écrivait une équation du genre l'équation f de x égale x carré, il faut résoudre par rapport à x, il faut trouver la valeur de l'inconnu x pour résoudre cette équation, on écrirait exactement la même chose, mais le symbole égal aurait en fait un autre sens, quoi. C'est en fait sous-entendu trouver les valeurs de x telles que lorsque je mets x à gauche avec la valeur en question, x à droite avec la même valeur en question, on a tout à coup une égalité. Et dans la vidéo d'LG, il y a une troisième explication, c'est une troisième interprétation du signe égal, qui est l'identité, qui est le fait que, on a appris à l'école que a plus b au carré, on peut développer ça en a carré plus b carré plus 2ab. Et là, le symbole égal entre les deux, cette fois, c'est une identité, c'est pour dire que les deux côtés seront toujours égaux. C'est pas une équation en a et en b, c'est vrai pour tout a et pour tout b.
Donc ça, on peut le clarifier avec des quantificateurs. En fait, il faudra faire ça techniquement. Mais ça donne quand même une troisième interprétation du signe égal. Et ce que je trouve marrant, c'est que finalement, je pense que très peu de gens sont conscients de ces différences de signification du signe égal. Et en pratique, même entre mathématiciens, on oublie un peu les subtilités du signe égal. Et alors, en particulier, il y a une branche des mathématiques là, qui cherche à redéfinir les mathématiques, dont on a parlé la dernière fois, ça s'appelle la théorie des types, où le symbole égal est... déjà, il y en a plus en théorie des types. Donc il y a un triple égal, il y a un 2 points triple égal, et il y a un égal. Bon, il y a aussi un égal avec une barre en bas et une vague au-dessus. Donc c'est quatre symboles du coup différents, chacun a un sens un peu différent. Alors le 2 points 3 égal, c'est la définition des fonctions. Donc ça permet déjà de clarifier un petit peu ça. Le triple égal, alors le triple égal est assez compliqué, mais c'est en fait que les deux objets à gauche et à droite sont définis de la même façon. Donc c'est pas forcément trivial toujours, mais si je fais 1 plus 1 plus 1... Ça fait 3 pour moi, mais... avec le 1 plus 1 au début, puis plus 1 après. D'accord, oui. Donc si je fais 1 plus 1 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 1 plus 1. Et en fait, si on regarde les détails des calculs et qu'on se ramène aux axiomes de l'addition dans la théorie des types, on voit qu'en fait ça correspond à la même construction. C'est la même suite d'opérations en fait alors c'est pas évident comme ça, mais si on regarde les détails des calculs et les définitions, en fait on se rend compte que c'est la même construction. Et à ce moment-là, c'est un triple égal qui est un peu un égal très fort en fait, c'est le même objet qu'on construit. D'accord. Okay. Et ça c'est par opposition en théorie des types à des objets qui sont égaux mais pas par construction. Et donc il y a des objets par exemple, donc la dernière fois on a parlé des nombres réels qu'on peut définir par des programmes donc on peut définir un nombre réel par un programme qui donne des approximations du nombre réel. Donc par exemple il y a des formules qui disent que pi est égal à 4 moins 4 tiers, enfin une somme infinie. Ça c'est une certaine définition d'un nombre, mais c'est pas la même construction que de dire que pi est le rapport de la circonférence du cercle par son diamètre. Du coup que signifie l'égalité dans ce cas-là en fait? Quand c'est pas la même construction, en quel sens c'est le même objet qu'on a? Donc en fait alors là en l'occurrence c'est on va forcer l'égalité. Donc c'est un peu une égalité construite entre deux constructions différentes. On va dire au final ces deux constructions, on va imposer que ça va être finalement le même objet. Et on va ajouter aussi des axiomes sur l'égalité. Donc il y a les axiomes qui sont liés à la construction des égalités en théorie des types, qui vont dire que par exemple si j'ai x égale y et y égale z, alors x égale z. Et là c'est par rapport au symbole égal que la construction est. Bon en fait c'est un théorème qui peut être déduit de d'autres axiomes plus fondamentaux, mais on peut prendre ça comme un axiome pour faire simple. Et c'est pas la même chose quoi. C'est un truc construit qu'on impose et qui permet de parler de trucs dont on pense intuitivement qu'ils sont égaux alors que c'est pas la même construction. Et en gros, je vais faire un peu mon bayésien, mais c'est utile de penser que si x égale y et y égale z, alors x égale z, et c'est pour ça qu'on l'impose. On a l'impression que l'identité, quand on affirme une identité, ça doit être solide. Alors c'est marrant parce que là, il y a un côté presque arbitraire, comme tu le décris. Enfin, je suppose que c'est pas arbitraire en réalité, mais c'est pas arbitraire. Hein. On l'a construit pour que ça arrive. Mais c'est... Comme je connais pas bien la théorie, j'ai du mal à imaginer le truc, mais effectivement, on sent bien que c'est pas aussi fort que lorsque tu montres que, en fait, c'est la même construction, c'est le même nombre que tu as construit. Parce que là, c'est deux constructions différentes, juste tu dis, on fait comme si c'était le même nombre, en fait. Ouais. Et en fait, c'est super utile, ça permet d'écrire des théorèmes mathématiques, surtout les nombres réels sont assez difficiles à manipuler autrement. Et en fait, il y a même des constructions plus étranges, par exemple, on peut dire on a un nombre entier et puis on peut imposer tout à coup que on va dire 5 égale 0. On rajoute cette égalité à l'ensemble des nombres entiers naturels. D'accord, ça met pas tout par terre là de faire ça. En fait ça fait que 5 égale 0, mais du coup 6, c'est comme on peut écrire ça 5 plus 1 et que 5 est égal à 0, ça nous fait 6 égale 1. Ça nous fait les nombres entiers modulo 5 ou un truc comme ça du coup. Ça fait exactement les entiers modulo 5. Et okay. Donc ça permet de construire en fait c'est une façon de construire des structures intéressantes que d'imposer des signes égaux à des endroits où on s'y attendait pas quoi.
Donc c'est plus un objet de construction là tout à coup le signe égal, ce qui est assez bizarre à dire. Ah, effectivement c'est pas intuitif comme utilisation du signe égal. Moi, pour en revenir à la vidéo de LGJ, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est très important la notation dans un système formel. C'est vrai que bien choisir la notation est vraiment crucial. Donc effectivement, cette ambiguïté du signe égal, vraiment il attire bien l'attention dessus et on se rend compte qu'elle est assez gênante. Effectivement, elle amène à des intuitions, des confusions qui peuvent être un peu gênantes. Et donc je trouvais que c'était intéressant de ce point de vue-là. Puis c'était pas très compliqué, ça va, j'ai tout compris. Je comprends pas toujours tout dans les vidéos de LGJ, mais là ça va. Et sinon, moi ça m'a fait penser à un truc qui est assez fréquent aussi en logique, en philosophie, qui est l'ambiguïté du verbe être, qui est un peu l'équivalent philosophique de l'égalité. Effectivement, on peut dire un truc comme... je vais essayer de prendre des exemples un peu géométriques. On peut dire un truc genre ABC est un triangle. Genre on dessine un triangle, on dit ABC est un triangle, et c'est un usage assez particulier du verbe être, parce que là on n'est pas en train de dire que ABC égale triangle, on est juste en train de dire ce cas particulier, on le subsume sous un concept général, le concept de triangle équilatéral. Je sais pas, par exemple on pourrait dire le triangle il est équilatéral, ABC est équilatéral par exemple, on pourrait dire ça, et c'est juste... Voilà, il est subsumé sous ce concept général. Et puis on pourrait dire aussi ABC est ABD, par exemple. Je sais pas, on construit un point D et on montre à la fin qu'en fait D égale C, donc ABC égale ABD, par exemple. À ce moment-là, c'est tout à fait différent parce qu'on est en train de dire, on est vraiment en train d'utiliser le et au sens de l'identité. On est en train de dire ABC est identique à ABD, en fait. Et on pourrait dire aussi un truc comme un triangle à 3 angles égaux est un triangle équilatéral. Là aussi, on utilise le mot « et c'est quelque chose d'un peu différent. Ouais, c'est autre chose encore. C'est un rapport entre deux concepts, cette fois, mais c'est pas non plus une identité. Quand on dit ABC et ABD, on a vraiment une identité entre deux particuliers. Et là, on a une identité entre des concepts qui sont généraux. Alors, on pourrait se dire c'est quelque chose comme... en philosophie, on aime bien parler de coextensivité. On est en train de dire, en fait, que le concept de triangle équilatéral, le concept de triangle à 3 angles égaux, s'applique exactement aux mêmes choses. Donc, c'est un sens assez... plus compliqué. Et enfin, on pourrait aussi avoir des rapports de subsumption entre concepts du type, si je dis un triangle isocèle est équilatéral, c'est vrai. Et la réciproque n'est pas vraie, par contre. et ça montre effectivement que c'est pas la même chose que le cas précédent, parce que dans le cas précédent, c'était vrai dans les deux sens. Un triangle équilatéral est un triangle à 3 angles égaux, et pas... voilà. Et donc, dans le dernier cas, ça serait quelque chose comme... c'est plus compliqué à analyser, en fait, on est en train de dire tout triangle qui est isocèle est aussi équilatéral, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et donc le verbe être qui paraît être le même dans ces trois... on a l'impression que toutes ces phrases ont la même forme, du type A et B, et en fait elles ont des formes très très différentes quand on les analyse logiquement. Et ce genre de truc a vraiment eu de l'importance en logique parce que typiquement la base de la logique pendant longtemps c'était la syllogistique d'Aristote, et c'était beaucoup de raisonnements qui utilisaient le verbe être, qui était fondé sur des sortes d'identités. C'était typiquement tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On a l'impression que ces trois phrases de la même forme, à chaque fois on dit A et B, puis quelque chose dans ce cas-là, j'arrive pas à le refaire dans ma tête formellement là, mais voilà, on peut le formaliser avec on a l'impression que ça a la même forme, et c'est une erreur totale de faire ça, en fait, parce que si on fait ça, on a une logique qui est incorrecte. En fait, quand on dit tous les hommes sont mortels, c'est quelque chose de très différent de quand on dit Socrate est mortel. Ça n'a pas du tout la même forme, c'est pas le même type de être qu'on utilise, et donc ça me fait penser à ce genre de truc. C'est vrai qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on utilise les mêmes signes ou les mêmes mots qu'on a toujours les mêmes concepts derrière, et je m'étais jamais rendu compte de ça. c'est un truc classique en logique, ce genre de... alors que c'est des phrases que j'écris régulièrement, quoi, des trucs dans le genre en maths, il y en a partout, quoi, aussi. Faut faire attention avec être, effectivement. Un truc important, ne serait-ce, c'est de regarder si ça peut s'être renversé. On n'a vraiment pas le même type d'usage du mot être quand ça peut pas être renversé. Ouais, non, là, dans ma tête, à chaque fois, j'avais un symbole différent dans ma tête, quoi. Dans le premier cas, donc ABC est équilatéral, j'imaginais un symbole appartient, quoi. ABC appartient à l'ensemble des triangles équilatéraux, quelque chose comme ça. Dans le deuxième cas, c'était une définition, donc c'était le triple égal dans ma tête. Je sais plus c'était quoi exactement l'exemple, mais... ABC égale ABD, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. J'imagine deux triangles identiques. Et puis après, il y avait une équivalence, un
un triangle est équilatéral si tous ses côtés sont égaux. Enfin, trois angles égaux, un triangle à trois angles égaux est un triangle équilatéral. Donc là j'imaginais le égal constructif, ce qui permet de définir les égalités ou de prouver des égalités. Et puis il y en avait un autre, c'était une implication. Ouais, c'est un triangle isocèle et équilatéral. Donc là j'imaginais une flèche. Et c'est marrant que je m'étais jamais rendu compte que tous ces symboles correspondent. Alors, ça va quand intuitivement tu sais que c'est différent. Le problème c'est lorsque justement on est un peu on confond justement ces différents sens. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a tous ces différents sens, et il y en a d'autres sans doute encore à examiner. Mais je trouve ça fou que, enfin, moi en tant que pédagogue, vous supposez pédagogue, je me suis jamais rendu compte de ça, quoi. Dans les définitions mathématiques, on va souvent dire un triangle est équilatéral si tous ses côtés sont égaux. Et le mot si a pas le même sens que dans un théorème si alors. Souvent il faudrait dire si et seulement si, même dans ce cas-là. Ouais. C'est ça, il faudrait dire si et seulement si. Ouais. Mais personne ne fait ça en pratique. Ah ouais, moi j'ai vraiment le réflexe de le dire systématiquement. Puis tu sais, ça se note bien en plus, on met I2F ou 2SI. Ouais, mais en pratique, tu prends un bouquin de maths, c'est pas écrit comme ça. Peut-être les logiciens sont plus rigoureux, mais vraiment en logique, j'ai vraiment le sentiment que ça se fait beaucoup plus. Genre, je me ferais corriger par mes reviewers s'il y avait pas s'il y a pas un deuxième F à mon if. Je suis à peu près persuadé d'avoir au moins publié un article où j'ai écrit une définition comme ça, quoi. Triangle est équilatéral. Parce que les mathématiciens ont beaucoup plus le côté, ça va, on est entre mathématiciens, on se comprend, voilà, c'est bon. Ou les détails, ça sera bon pour des exercices aux étudiants, comme ça. Il y a clairement de ça. Il y a plus de réflexe comme ça, peut-être. Tu vois, c'est un truc dont on se rend pas compte quand on est étudiant, mais bon, au final, quand on fait des maths en vrai, j'ai envie de dire, il y a pas mal de trucs ambigus, mais qui sont, si on y réfléchit, l'ambiguïté disparaît. On fait confiance au lecteur. Je me faisais très souvent reprendre, parce que c'est vrai que c'est pas un truc qui se fait tellement, hein, le I2F ou le 2SI, et je me faisais très souvent reprendre quand je faisais relire des articles par des gens qui n'étaient pas spécialement logiciens, en me disant mais tu t'écris if n'importe comment, tu sais pas que ça s'écrit. Non, en fait c'est normal. J'ai utilisé le 2SI dans une de mes vidéos à un moment, j'ai eu quelques commentaires. Ah ouais. Tu sais pas que ça prend qu'un S. C'est vrai que c'est long à dire, et c'est marrant parce que ça montre que le langage ordinaire est pas si bien fait que ça, parce que c'est tellement important comme relation. Ouais. Et c'est impossible à dire en français de façon courte. Et je crois pas qu'il existe de langues dans lesquelles il y ait vraiment un connecteur du langage naturel qui exprime ça. C'est quand même assez curieux. On est obligé de le faire avec ce genre de truc, si et seulement si. Et puis ce qui est assez difficile, je pense, pour les étudiants, c'est qu'il y a plusieurs façons de dire le si et seulement si. Tu peux dire ça revient, X revient à Y, ou il est équivalent que X et Y, X est équivalent à Y. C'est équivalent, ouais, effectivement. Et ouais, du coup, ça fait plein de choses à apprendre, et de faire les liens, c'est pas forcément évident. Effectivement. Et en logique, c'est marrant, ces trois traits, c'est pour exprimer l'équivalence, en général, on l'utilise. Ouais. J'utilisais pas la double flèche. Il y a les deux trucs, en fait. Moi, j'ai toujours utilisé plutôt ça, sinon effectivement la double flèche, qui est peut-être plus intuitive, parce qu'effectivement, comme on utilise la flèche dans un sens. Non, mais la notation, c'est vraiment un sujet important. Historiquement, dans le grand mathématicien des notations, c'est Euler. Parce qu'en gros, avant Euler, on écrivait les maths un peu n'importe comment, quoi. Et en fait, Euler, c'est mathématicien qui a le plus publié dans l'histoire. Et puis il a conservé sa notation tout du long. Et du coup, après Euler, tout le monde a suivi les notations d'Euler. Notamment le E, le I, le symbole égal. Bon, il y avait encore des trucs un peu longs, mais voilà, Euler a pas mal simplifié les notations. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un autre égal encore qu'on utilise assez souvent, c'est un égal vraiment définitionnel, au sens où c'est, je sais pas si, en logique on le fait beaucoup, mais c'est genre, on écrit égal avec un DF souvent, en indice, et c'est vraiment juste pour dire, mon expression est trop longue, je vais juste la raccourcir, donc voilà, je vous explique, voilà, maintenant ce sera ça, c'est vraiment au sens, c'est pour substitution, c'est pour expliquer par quoi on doit substituer ce symbole-là. C'est encore un truc un peu différent, il me semble. Non, en théorie des types, ça serait le 2 points triple égal. C'est vraiment un égal au sens de... Vous pouvez substituer systématiquement, mécaniquement, l'expression à gauche par l'expression à droite. Alors, en théorie des types, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire, t'as le droit tu peux substituer littéralement, mais t'as aussi le droit de faire des manipulations des symboles qui sont admissibles. Parce que, en fait, tout est construction en théorie des types. Tout est objet, c'est je construis, c'est un Lego, quoi. Et imagine, il y a une planche comme ça, on met un logo à gauche, un Lego à droite. C'est la même chose que de mettre d'abord celui à droite, dans l'autre sens, quoi.
droite avant, gauche après, ou gauche droite après. Et si c'est exactement la même construction, alors ils seront triple égaux. Donc c'est la construction qui importe, pas forcément la formule écrite qui compte. Ouais, le plus loin que j'ai été en maths, j'avais essayé de commencer à comprendre la théorie des catégories et ça m'avait plu parce que cette façon de généraliser la notion de fonction, je trouvais ça très intéressant. Mais c'est dur quand même, c'est trop dur. Voilà, la notion de fonction aussi, c'est un truc, ça pourrait faire tout un épisode, mais la définition du mot fonction a énormément évolué en maths, et aujourd'hui il y a encore des définitions différentes qui existent. Enfin, une fonction en théorie des types, c'est pas la même qu'une fonction en maths classique avec la théorie des ensembles. En théorie des ensembles, une fonction en fait c'est un certain type d'ensemble, parce que tout est ensemble. Oui, c'est un ensemble de couples en fait, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Tel que pour tout y il existe un unique i, pour tout x il existe un unique y, quelque chose comme ça en plus. En théorie des types, c'est une fonction, c'est plus une machine, quoi. C'est plus une procédure. C'est lié aussi à la théorie du lambda calcul. Et avant ça, à l'époque de Cauchy et de Euler, une fonction, ça a jamais été défini formellement, mais intuitivement, les gens, Cauchy parlait d'une fonction comme étant le résultat d'un calcul, d'une formule peut-être, d'une formule potentiellement infinie. C'est vrai que la notion est plus générale maintenant, on a l'impression. C'est souvent comme ça en maths, les concepts. Ouais, on cherche l'abstraction. C'est ce qui m'avait plu dans la théorie des catégories, c'est justement cette façon de généraliser la notion de fonction. Très grossièrement, pour expliquer aux auditeurs, la théorie des catégories, en gros, c'est on a des objets et on a des relations entre ces objets. Et ces relations sont ce qu'on appelle des morphismes, donc ça correspond à des fonctions. Et puis il y a quelques relations qui doivent être satisfaites entre les différents morphismes pour que ça fasse une catégorie. Mais en gros, c'est essentiellement des points avec des flèches et des bonnes relations entre les points et les flèches. Ouais, voilà, c'est l'image que j'en avais gardée. J'aimerais bien me rafraîchir la mémoire sur tout ça, mais c'est difficile. Il y a tellement de choses à connaître. C'est pour ça que je voudrais vivre des milliards d'années à peu près, parce que sinon je pourrais jamais connaître toutes les choses que je veux connaître. Tu sais, c'est une question que je pose très souvent à mes élèves, est-ce que vous voudriez prendre une pilule qui vous permettrait de vivre très 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 longtemps, ça? Vous pouvez arrêter quand vous voulez, c'est pas une malédiction, mais simplement une pilule qui vous permet de ne pas vieillir, donc de vivre indéfiniment. Et très curieusement, ils sont assez nombreux à se dire non, ça va, je sais pas, on vit 100 ans, c'est bien, etc., etc. Moi, ça me frappe à quel point je suis extraordinairement frustré de tas de choses que je pourrais jamais connaître parce que c'est trop compliqué. Et c'est surtout parce que ça demande trop de temps, concrètement. Être mathématicien, ça demande une vie. Ouais, faudrait plus de temps, ouais. Voilà, c'est triste. Je pense que quand on est curieux, on a envie de vivre 1 milliard d'années, au moins. 1 milliard, je sais pas, mais... Quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Mais longtemps, quoi, oui, en tout cas, plus que... C'est malheureux de se dire, il y a des tas de choses qui m'intéressent, mais juste, il faudrait que j'y passe beaucoup de temps pour pouvoir comprendre. Il y a plusieurs livres qui attendent que j'ai plus de temps pour que je les commence. Et le temps est précieux, du coup. Donc la dernière vidéo, c'est la faillite de Lehman Brothers par Eureka. Donc c'est une vidéo, c'est 2 épisodes, ça fait 1 heure en tout. Il y a un premier épisode de 20 minutes qui explique les bases, qu'est-ce que c'est qu'une faillite. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, ce que c'est qu'une faillite. Et puis il y a le deuxième épisode qui explique en particulier le cas de la faillite de Lehman Brothers, qui est assez célèbre, parce que c'est la faillite d'une des plus grosses banques aux États-Unis, et après ça, du coup, ça a justifié le sauvetage d'autres banques par la suite. Donc c'est vraiment... déjà, c'est un énorme boulot, faut quand même le dire. C'est monstrueux, ce qu'il fait, c'est vraiment monstrueux. Dans les schémas, dans l'écriture. Ouais, parce que c'est 1 heure, mais c'est pas 1 heure de bavardage, c'est 1 heure, c'est vraiment dense, et tout est écrit, et il en sort pas très souvent des vidéos, mais quand il en sort, on voit bien tout le travail qu'il y a derrière. Donc déjà, c'est assez impressionnant. Effectivement, il y a des schémas. Il avait montré une image sur Twitter de sa table de montage sur Adobe Premiere, et juste c'était hallucinant. Ça faisait peur. Il y avait 30 pistes différentes. C'est des schémas vraiment utiles, quoi. C'est pas
c'est pas les petits dessins que je mets parfois pour occuper l'image. C'est vraiment monstrueux. Ouais, donc déjà, il y a ce truc-là, hein, de façon générale, les vidéos de récap. Celle d'avant m'avait vachement plu, parce que c'était vraiment une récapitulation de tous les concepts de de l'économie et de la finance. En gros, c'est toujours ça, sur sa chaîne, c'est économie et plus particulièrement finance. Et il arrive à rendre les choses à la fois claires jusqu'à un certain point, et en même temps, on voit bien aussi la complexité et les choses qu'il met de côté, et que quelque part on comprend pas tout. Hein. Donc ces 2 épisodes sur la faillite de Lehman Brothers, qu'est-ce qu'on peut en retenir? En fait, le truc qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est que c'est le genre de... les banques, tout ça, et tout ce qui se passe avec les banques, ce genre de positions sur lesquelles il y a beaucoup d'hooliganisme politique, tu pourrais dire, clairement. Et en même temps, c'est des trucs auxquels on ne comprend rien. La plupart des gens qui ont des réactions assez épidermiques vis-à-vis de tout ce qui se passe avec les banques, etc., objectivement, je pense qu'en général, ils comprennent pas ce qui se passe. Et quand on voit ces vidéos-là, on se rend compte à quel point on connaît pas bien du tout les mécanismes qu'il y a derrière, etc. Donc je trouve qu'elles sont vraiment utiles, ces vidéos, pour cette raison-là, pour nous dire... c'est même pas n'haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu, mais c'est déjà, même avant de haïr le jeu, essayez de le comprendre. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Ouais. Et un jeu comme le jeu de l'économie et de la finance, déjà c'est un jeu qui est extrêmement difficile à comprendre, et du coup difficile à haïr. Enfin, c'est ça. Je pense que la plupart des gens qui haïssent la finance ne savent pas ce qu'ils haïssent au fond. Parce que clairement, et plus je regarde les vidéos de récap, plus je me dis, mais vraiment, on ne comprend pas ce que c'est qu'une banque. On comprend pas ce que c'est qu'une faillite. C'est aussi bête que ça, mais son premier épisode sur la faillite, par exemple, déjà, je me rendais compte, oui, je savais absolument pas ce que c'était qu'une faillite. Je savais pas du tout non plus. Les vidéos de Eureka, j'ai l'impression de découvrir un monde qui est à côté de moi, mais c'est monstrueux. Et vraiment, elles sont utiles pour cette raison-là. Typiquement, l'économie, c'est avec les maths un des trucs aussi. Je regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps à m'intéresser à tout ça, parce que ça a l'air absolument passionnant. Et donc voilà, ces vidéos-là sont super utiles pour ça. Bon, après, en particulier dans cette histoire de faillite, il y a un truc qui m'a semblé particulièrement intéressant. C'est un truc qu'on entend assez souvent dans le discours sur les banques, la finance, etc. C'est l'importance de la confiance. Ouais, exactement. Et je trouve il explique très bien pourquoi, parce que c'est vrai que ça paraît bizarre, ce truc-là, rétablir la confiance des investisseurs. Il explique vraiment très bien pourquoi effectivement c'est capital, et en plus il y a vraiment un phénomène qui est super intéressant dans le cas de cette faillite là, c'est le côté assez autoréalisateur de cette perte de confiance. C'est-à-dire qu'en gros les gens commencent à perdre confiance dans la banque, dans la capacité qu'a la banque de rembourser ses dettes, et en fait c'est cette perte de confiance elle-même qui va mener la banque à ne pas être en mesure de rembourser ses dettes. Alors pourquoi? Il faudrait voir la vidéo pour expliquer, mais en gros parce que sa capacité à rembourser ses dettes en gros dépend de la valeur de ses actifs. Si les investisseurs perdent confiance, et bien tout à coup il est obligé de rembourser très vite certaines dettes qui sont à échéance très courte, donc du coup il est obligé de vendre très vite certains actifs qui du coup se vendent mal, et du coup ça dévalue les autres actifs qu'a la banque, et du coup ça fait qu'il est encore plus endetté, et du coup ça l'amène proche de la faillite. Enfin en gros, le fait qu'on croit que la banque pourrait être en faillite l'amène en faillite, et ça paraît un peu bizarre comme idée, ce côté très autorisateur de cette prophétie des investisseurs qui se disent non, en fait c'est pas possible, elle va faire faillite, et il explique très bien le mécanisme de pourquoi ça arrive, et voilà, je suis très content d'avoir à peu près compris ça à la fin de la vidéo, je crois. Ouais, j'ai regardé 2 fois, mais j'ai à peu près compris ça aussi. Voilà, et à la fin, typiquement, juste pour revenir sur haïsser le jeu, pas les joueurs, typiquement, là, à la fin, tu sais plus trop, en fait. En tout cas, je trouve ça agréable de réussir à mieux comprendre le jeu, déjà, avant de porter un jugement moral sur tout ça. Il fait du bon boulot pour cette raison-là. Vraiment, je recommande chaudement toutes ces vidéos. C'est vraiment hyper intéressant, et sauf si vous êtes un génie de la finance, a priori, vous apprendrez des choses. Ouais. Je me demande aussi à quel point les mecs qui sont en finance comprennent tous ces mécanismes. C'est le paradoxe des systèmes très compliqués. Très souvent, on n'a pas besoin de comprendre l'ensemble du système pour faire bien son boulot dans un système pareil. C'est le principe de plein de choses. Hein. Ça, c'est les vidéos d'Adam Smith. Voilà, c'est ça, oui.
C'est vraiment impressionnant. Souvent on dit que, je sais pas, le cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers, quelque chose comme ça. Et quelque part, je me dis que le système le plus complexe de l'univers, c'est probablement plutôt quelque chose comme l'économie, parce que justement, le cerveau n'en est qu'une petite partie, et voilà, la façon dont tous ces cerveaux coopèrent entre eux et fabriquent des trucs incroyables, c'est encore plus complexe que le moindre cerveau, quelque part. Ça peut se quantifier, tout ça. Ça pourrait se quantifier, tu crois? Oui, sans doute. Bravo, à 10 puissance 15 synapses, ça va se compter en téraoctets si on veut compresser ça. Mais il faut se dire que quelque part, les réactions des agents économiques, elles utilisent toutes ces synapses, quelque part. Et puis, en plus de ça, maintenant, il y a les algorithmes, avec beaucoup de transactions qui sont faites à chaque instant. C'est ça que c'est compliqué. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a une super vidéo sur ce trading à haute fréquence. Ça s'appelle trading à haute fréquence. Il a fait une très bonne vidéo là-dessus aussi qui explique bien ce que c'est. Et voilà. Si c'est haïssable ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, à la fin, on comprend ce que c'est et à quoi ça peut servir. Ouais. Et puis, juste hier, en fait, là, j'ai sorti la vidéo sur les fictions et du coup, j'étais en mode... j'étais sur les fictions, donc la théorie de Harari notamment, qui pense que les fictions sont ceux qui ont permis à l'humanité de se structurer en grande partie. Et du coup j'étais en plein dedans quand j'ai vu la vidéo d'Eureka, et tout est croyance, confiance dans tout ce système, ça joue un rôle tellement important, notamment dans l'évaluation des actifs qui parle de la marque, la valeur de la marque, tout ça. Enfin, c'est tellement des notions difficile à palper et qui repose beaucoup sur des jugements assez... Il n'y a pas beaucoup de concret finalement, mais ça repose sur ça, et tout le système financier repose sur ça, et bon, il y a sans doute beaucoup de choses qui vont mal avec tout ça, mais il y a quand même pas mal de choses qui marchent incroyablement bien. C'est vu de l'extérieur, il y a quand même des trucs... il y a quelques jours, j'étais allé... je suis allé à une wiki rencontre de gens de Wikipédia, et donc on a parlé, du coup je suis allé surtout leur demander mais comment est-ce que Wikipédia marche, comment ça fait pour être aussi bien que c'est, et le consensus qui ressort, c'est que personne ne sait, quoi. Ça marche, quoi, mais il y a un côté assez magique, pourtant tout le monde s'en met plein la gueule, ça a l'air compliqué à chaque fois, chaque article a l'air d'être une bataille, en tout cas sur des sujets chauds, et pourtant globalement c'est quand même vachement bien foutu. Donc il compare ça à une saucisse, en disant que faut mieux pas trop savoir comment c'est fait. Bah, c'est assez transparent quand même Wikipédia, parce que sur tout article on a accès à la page de discussion intégralement et aux versions antérieures. J'ai envie de dire que c'est théoriquement public, on peut voir, mais en pratique il y a tellement de choses qui se passent sur Wikipédia que personne c'est comme les marchés financiers, chacun voit son petit article, mais la vision globale... Je vais assez souvent voir les discussions sur les pages, moi. Je sais pas, toi, t'es jamais curieux de ça? Moi, je vais souvent voir, ouais. Peut-être que je regarde pas trop, moi, mais... En plus, c'est rarement très long, en fait. C'est souvent assez accessible. C'est souvent intéressant, en fait, ce qui se passe dans les discussions. Enfin, pas sur tous les articles, mais parfois, quand je trouve un truc un peu bizarre, ou même juste par curiosité, parce que je sens bien que c'est un article qui a pas dû être facile à écrire, j'aime bien aller voir ça. Non, mais c'est vrai que c'est génial, Wikipédia. C'est une des raisons pour lesquelles Internet, c'est pas si mal, hein, clairement, Wikipédia. C'est vrai que c'est pas évident, on invente un moyen de communication instantanée, enfin voilà, Internet, et c'est pas évident qu'il va y avoir quelque chose comme Wikipédia. Ah, moi j'aurais parié que Wikipédia ne pourrait jamais marcher, si je devais parier. Et une fois que ça marche, on a l'impression que c'est nécessaire, on a l'impression, Internet ayant été inventé, forcément il allait y avoir quelque chose dans ce goût-là qui allait apparaître. Je sais pas si c'était nécessaire. Est-ce qu'il y a eu quelques personnes qui ont pris les bonnes décisions à un bon moment et ça a fait que ça a existé, ou est-ce que c'était absolument nécessaire? De toute façon, il y aurait forcément eu quelque chose dans ce goût-là qui aurait apparu. Donc, je sais pas, mais je sais que j'aurais pas parié. Je pense que c'était difficile à prévoir. Oui, c'était certainement difficile à prévoir, ça c'est sûr. C'est vraiment une source d'information de qualité, et justement par rapport à tout ce truc des fake news, typiquement,
Non, Internet est aussi le lieu de la meilleure encyclopédie du monde, quasiment. Et elle a été comparée au Britannica, une autre encyclopédie, et Wikipédia a été considérée bien meilleure que la meilleure encyclopédie qui existait avant. C'est certain que c'est mis à jour beaucoup plus régulièrement. Les gens sont compétents, en fait. Ceux qui interviennent sur les articles le font parce qu'ils sont bons, en fait. Donc les auteurs sont compétents aussi, même s'ils le font bénévolement. Tu dis en maths, c'est bien en général les contenus Ah ouais, en maths, c'est génial. Ouais. C'est marrant. Il y a une différence de culture aussi entre le Wikipédia français et le Wikipédia anglais en maths. En français, on a la tradition définition, théorème, preuve. Et du coup, c'est très c'est très cadré. Alors que les pages anglaises vont plus travailler intuition d'abord. Et c'est beaucoup plus facile à lire Wikipédia anglais que Wikipédia français en général. Je sais pas, quand on a évalué la qualité des encyclopédies, je pense qu'on évaluait Wikipédia anglais en fait. Je crois que c'était anglais. Ouais. C'est sûr, c'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de contributeurs. Mais bon, le Wikipédia français en général, c'est bien. Il y a une page sur le scrutin de Condorcet randomisé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, qui est pas traduite encore en anglais. C'est toi qui l'as faite? Non, c'est pas moi qui l'ai ouverte, mais je l'ai pas mal modifiée. Ah bah ouais, c'est bien. Mais c'est vrai, j'avais été surpris que ça n'apparaisse pas. Parce que j'avais cherché, quand j'avais préparé mon truc de Condorcet, sur les pages de scrutin, et j'avais pas trouvé effectivement scrutin de Condorcet randomisé. Ça évolue, ça avance. Donc, on voulait ensuite parler d'un problème logique assez connu, assez fascinant, et qui fait intervenir la notion de probabilité. C'est le problème qui est connu sous le nom de Sleeping Beauty problème en général, ou paradoxe de la Belle au bois dormant parfois. Et donc, j'ai commencé par. Il y a une très bonne vidéo, peut-être on pourrait renvoyer à cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas du tout éventuellement. C'est la vidéo de Julia Galef. On la mettra dans la description. Elle explique bien le problème, puis les principales positions. Et donc, juste pour l'expliquer rapidement, en gros, on imagine la situation suivante. On te dit, voilà, c'est des scientifiques qui font une expérience. Ils disent, voilà, on va lancer une pièce bien équilibrée. Voilà, il n'y a pas d'entourloupe, c'est une pièce. Et si ça tombe, et voilà ce qui va se passer. On ne dira pas si ça tombe sur pile ou sur face, mais en tout cas, si ça tombe sur pile, tu vas boire une potion, ça va t'endormir, et demain tu vas te réveiller. Et on te demandera, voilà, le scientifique te demandera quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile ou face. Voilà. Et puis voilà, tu donneras une réponse et tu partiras. Voilà, ça c'est ce qui se passe si ça tombe sur pile. Si ça tombe sur face, ce qui va se passer est un peu différent. Tu vas boire une potion, ça va t'endormir. Tu vas te réveiller le lendemain et de la même façon, un scientifique te demandera quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile ou sur face. Et puis là-dessus, tu vas reboire une potion qui va te faire oublier tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et tu vas te réveiller encore le lendemain. Donc par exemple, si le premier jour c'est lundi, tu vas te réveiller une première fois mardi et donc une deuxième fois mercredi. Et à nouveau, exactement de la même façon, le mercredi, on va te demander quelle est la probabilité. Tu vas te réveiller et le scientifique te demandera quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile ou face. Voilà la situation. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que les scientifiques vont lancer la pièce, vous ne saurez pas le résultat, et puis vous buvez la potion, et là, vous vous réveillez. Vous vous réveillez et le scientifique vous pose la question, quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile ou face? Et qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous semble rationnel de répondre? Voilà. Donc faites pause et donnez la réponse. Essayez de ne pas regarder les réponses des autres, éventuellement s'il y en a d'autres. Donc juste vous, voilà, quelle réponse vous faites? Et donc, normalement, c'est un problème parce qu'il y a certaines personnes qui vont répondre une chance sur deux et d'autres qui vont répondre, donc une chance sur deux que ce soit tombé sur face. Et il y en a qui vont répondre, il y a 2 chances sur 3 que ce soit tombé sur face. Voilà. Est-ce que tu veux essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir l'une ou l'autre? Déjà, c'est quoi ton intuition à toi là, face au problème? Je vais donner d'abord la réponse et je discuterai de mon intuition après. Donc en gros, il y a deux. Donc pour le 1/2, en fait, le raisonnement c'est une chance sur 2, quoi, pile ou face. Et de toute façon, on se réveille. On savait qu'on allait se réveiller, on n'apprend rien. Du coup, ça reste 1/2. Quoi. Et pour l'autre réponse, alors. Il y a plusieurs façons d'expliquer votre réponse, mais une façon d'expliquer ça, c'est juste, on se réveille 2 fois plus souvent lorsque c'est face que lorsque c'est pile. Parce qu'on se réveille le lundi et le mardi, du coup, plus de chances que ce soit effectivement face. Alors qu'en gros, on se réveille. Du coup, toi, donc t'es plutôt comme on dit, il y a les halfers et les thirders, et les two-thirders. Les demistes et les tieristes, les tieristes.
Moi, je penserais plutôt sur le demiste, mais je pencherais plus encore sur le fait que le problème est mal posé. Alors, comment tu le poserais mieux? Oui, effectivement, il y a plusieurs façons de le poser. Alors sur la deuxième réponse que j'ai donnée, en fait, la réponse est assez fréquentiste. Parce qu'en fait, on compte le nombre de fois où on a raison. Enfin, sous-entendu, on a 2 fois plus raison. Donc, quand je dis ça, c'est je compte la fréquence de fois où j'aurais eu raison, qui est pas la question la vraie question, quoi. Ouais, effectivement, il y aurait une façon d'infléchir ça, c'est en imaginant que ce soit un pari. Et en fait, on nous demanderait, voilà, là, le scientifique te demande de parier sur un résultat de pièce. Et genre, si à chaque fois que tu gagnes, effectivement, tu gagnes de l'argent, c'est évident qu'il faut parier sur face. Parce qu'en gros, si c'est tombé sur pile, tu gagneras qu'une fois. Si c'est tombé sur face, au moins tu gagneras 2 fois. Ouais. Donc effectivement, et je suis d'accord, effectivement, je pense que, c'est pour ça que c'est intéressant sur les conceptions de la probabilité, c'est que je pense que répondre un demi, c'est plutôt une approche bayésienne, et je pense que le raisonnement qu'on fait, il est vraiment bayésien. Et tandis que l'autre réponse est plutôt fréquentiste. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ça. Et donc comme t'es bayésien, ça m'étonne pas que tu réponds à forcément. Donc, il y a une variante une façon de penser à ça qui dit on te réveille, on te dit que c'est le lundi ou le mardi, ça, on te dit on est mardi. Quelle est la probabilité que la pièce était sur pile? Ouais, donc on te dit c'est le premier jour. Ouais, effectivement. On est le premier jour, quelle est la probabilité que c'est sur pile? Et donc si on était tiériste, on se dit bon bah on est sur les lundis, il y a une chance, c'est une chance sur 2 quoi, du coup donc celui qui disait un tiers avant, on va dire un demi maintenant. Ouais, effectivement, ça me paraît clair. À ce moment-là, on est fort, oui, tout le monde répond un demi, je pense, dans ce cas. Pas le bayésien. Ah bon? Enfin pas le bayésien demiste. Ah bon? Pour quelle raison? C'est intéressant. Parce qu'en gros parce que faut faire la formule de Bayes, quoi. Mais quelle information t'as gagné à ce moment-là, en fait? Le fait que ça soit un lundi. Ça aurait pu être un mardi, quoi. Mais tu savais que t'allais te réveiller on dit donc lundi c'est le premier jour, on dit. Attends, je parle non, donc mardi c'est le premier jour, parce que dans la vidéo de Julia Gaff, lundi c'est le premier jour, c'est pour ça que j'étais parti sur ça. Ah, désolé. Donc, on va dire, on lance la pièce lundi, le premier jour c'est mardi, okay. Et le deuxième jour c'est mercredi, c'est comme ça. Donc on te dit c'est mardi, mais tu savais que t'allais te réveiller mardi, donc t'as pas de nouvelle information. On aura pu te dire, tu savais que t'allais te réveiller mardi, mais c'est-à-dire on te demande une réponse sachant qu'on est mardi. C'est bizarre parce qu'en fait j'ai du mal à voir quelle information c'est. On va dire l'information c'est mon corps est réveillé un mardi. Et cette information tu l'avais avant. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'information nouvelle. Donc pas d'information nouvelle, si t'es bayésien ça veut dire je change pas ma crédence, donc je reste à un demi. Si, il y a une information nouvelle parce que ça aurait pu être un mercredi. Donc t'apprends un truc qui était incertain. Si tu te réveilles un mercredi, t'as une information nouvelle qui est que je suis réveillé aussi un mercredi. Et ça, tu le savais pas avant. Mais le fait que tu sois réveillé mardi, c'est pas une information que tu acquiers. C'est une information que tu avais déjà. Non, tu savais pas qu'il était mardi au moment de te réveiller. C'est une information sur laquelle tu avais un incertain. Je pense que c'était pas incertain que tu te réveillerais un mardi. Tu savais que tu allais te réveiller un mardi dans tous les cas de figure. Mais tu savais pas qu'on allait te le dire. Enfin, qu'on allait te le dire. On est mardi. Ah oui, mais en imaginant que les scientifiques t'aient prévenu que de toute façon le premier jour ils allaient te réveiller en te disant on est mardi, maintenant quelle est la probabilité que... Mais tu savais pas, même là, au moment où on te dit on est mardi, tu peux être un peu surpris parce que tu te dis ça aurait pu être mercredi. J'arrive pas à mettre ça sous la forme vraiment d'une information acquise, genre vraiment quel état de choses. Souvent l'idée d'une information c'est... j'ai exclu, parmi tous les mondes possibles, j'en ai exclu un. Voilà, c'est ça une information. Une information, normalement, ça doit permettre de faire ça. J'imagine un ensemble de mondes qui est épistémiquement possible, et là, j'en ai exclu un. Quel monde j'ai exclu, là, avec cette nouvelle information? Dans les mondes épistémiquement possibles, tous les mondes épistémiquement possibles étaient des mondes où je me réveillerais le mardi. Mais t'apprends un peu plus que ça. T'apprends qu'on t'a réveillé le mardi. C'est là qu'il y a une différence entre le raisonnement où tu t'écartes, où tu regardes l'ensemble des possibles et où tu essaies de mettre des poids sur ce qui est plus ou moins possible. Et donc si on te dit que qu'on est un mardi, tu mets un poids sur un certain endroit
et du coup mécaniquement ailleurs ça va avoir des effets quoi. J'arrive pas à bien voir le truc. Et donc du coup ta réponse en tant que bayésien, si on te dit que c'est mardi, donc il y a vraiment deux, enfin si je suis demiste, forcément je suis obligé de dire que d'après les lois des probabilités, il y a pas le choix. Enfin il y a le choix encore, mais c'est un petit détail technique. Mais en gros, il y a pas le choix, faut que je dise c'est 2 fois plus probable, sachant qu'on est un lundi, que la pièce va tomber sur pile. J'arrive pas à comprendre. C'est bizarre. Donc finalement, si on te dit mardi, tu deviens un tiériste. Ça change ma réponse. C'est assez curieux. J'aimerais vraiment mieux comprendre, ça a l'air. En fait, il y a deux possibilités. Donc il y a sur les probabilités possibles. Donc on avait mardi pile et mardi face et mercredi face. C'est ça. Soit tu mets un tiers partout. C'est ça le raisonnement du tiériste classique. Donc ça c'est le tiériste. Soit tu mets un demi, un quart, un quart. Et ça c'est le demiste. Avant d'être endormi. C'est ça la crédence que t'as. Enfin, en fait, non, je sais pas. C'est bizarre, parce qu'en fait, c'est pas des événements, t'as envie de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ta crédence, au départ, c'est une chance sur deux, que ce soit pile, une chance sur deux, que ce soit face. Enfin, les deux peuvent être réconciliés, plus ou moins. Je pense que je dirais qu'il faut plus être demiste, mais je suis pas... Moi, vraiment, le raisonnement que je fais, moi, je suis farouchement demiste, si tu veux. Et vraiment, le raisonnement, il est assez simple. C'est vraiment ce raisonnement, bayésien, quelque part, si tu dis, bon, de façon antécédente, c'est une chance sur deux. La seule raison pour laquelle tu dois changer ta crédence, c'est une prise d'information. Quand tu te réveilles le premier jour, tu n'acquiers pas d'information. Et donc, je change pas d'avis. Voilà, c'est ça le raisonnement de base. Effectivement, je sens bien qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, et il y a différents exemples qui me font sentir le truc bizarre. Il y en a un dont parle Julia Galef, qui est d'imaginer qu'en fait une variante, une espèce de sleeping beauty problème extrême, où quand c'est face, c'est pas juste 2 fois qu'on va te réveiller, mais c'est 1 milliard de fois. Voilà, ou 1 million de fois. Ouais. Donc, et effectivement, à ce moment-là, on a l'impression que quand tu te réveilles, alors par contre, on ne dit pas le jour. On te réveille, tu sais pas le jour, c'est peut-être ça fait 1 million de fois qu'on te réveille peut-être. Et donc effectivement là, le fait que dans un cas on te réveille qu'une fois, dans l'autre cas on te réveille des millions de fois, on pourra avoir envie de se dire mais ouais en fait probablement je suis dans le cas où on m'a réveillé 1 million de fois et il y a très peu de chances que ce soit que je... Et donc dans ce cas-là effectivement ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances que la pièce soit tombée sur face. Mais ça me convainc pas tout à fait quand même. Et je pense qu'il y a encore il y a un raisonnement fréquentiste un peu sous-jacent. Donc là ce que j'entends par fréquentiste, c'est que à chaque fois tu marques un point si t'as raison, je sais pas, quelque chose comme ça, ou tu perds un point si t'as tort. Mais ce phénomène additif, c'est une façon de compter tes points, mais tu peux imaginer d'autres façons de compter tes points, et on te dise si jamais tu donnes au moins une réponse fausse, à la fin on te tue. Et dans ce cas, c'est un demi comme. Faut dire, si t'es parfaitement rationnel, tu sais que tu donneras toujours la même réponse. Oui. Parce qu'à chaque jour, t'auras la même information. Si tu pars vraiment du principe que t'es un être purement rationnel, à chaque fois que t'as les mêmes informations, tu donnes la même réponse. Cette clause-là t'inquiéterait pas plus que ça. De toute façon, tu donneras toujours la même réponse. Ouais. Effectivement, je pense qu'il y a ce côté fréquentiste. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cas de face que de cas pile. Mais je suis quand même pas convaincu, parce que j'ai vraiment ce côté, mais j'ai pas acquis d'informations. Pourquoi je change d'avis? Imagine maintenant, donc t'as ce cas où avec le million de réveils. Imaginons qu'on te réveille et on te dise c'est le premier jour. Si t'es bayésien, on te dit que c'est le premier jour. Enfin, si t'es bayésien demiste, on te dit c'est le premier jour. Tu vas être quasiment sûr que la pièce est tombée sur pile. C'est vrai que ça me paraît intuitif. Là, dit comme ça, c'est vrai, c'est intéressant, ça me paraît intuitif. J'arrive pas à saisir exactement pourquoi. J'arrive pas à saisir exactement pourquoi, ça me paraît intuitif, t'as raison, mais c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, cette succession de cas, elle est temporelle. Et on le prend comme si c'était une succession de cas, d'une certaine façon, comme si c'était un ensemble de jours pris dans un sac, quelque chose comme ça. Et donc effectivement, tu te dis, si en prenant un cas au hasard dans le sac, c'est tombé sur le premier jour, ça serait quand même extraordinaire. Donc il y a plus de chances qu'on soit dans une cas de figure où le sac, il ne contient qu'un seul jour, autrement dit dans le cas de figure pile. En gros, c'est ça. On a l'impression que c'est ça le raisonnement. Mais est-ce que c'est correct de faire ça? J'ai l'impression que c'est incorrect. Et finalement, c'est la dimension temporelle en fait qui pose problème.
Parce que si c'était une histoire de sac... Oui, si c'était la situation que j'ai décrite, effectivement, là, il n'y aurait pas de doute. Mais justement... Sinon, il y avait une variante que j'aimais bien, et pareil, c'est plutôt pour mettre à l'épreuve mon côté demiste. Hein. C'est un ami qui me l'a raconté, et parce qu'il avait vu une conf sur le sujet, et je sais que c'était des gens qui avaient écrit un article dessus. J'ai pas retrouvé exactement d'où ça sortait, mais bref, voilà, si quelqu'un trouve la source de ça, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à le publier en fait. En tout cas, voilà, la situation était un peu différente. C'était, on va dire, c'est Dieu qui arrive comme ça sur Terre et qui nous explique, voilà, vous êtes 7 milliards là, on va dire, sur Terre. Non, un peu plus que 7 milliards, 7 milliards et 1000 personnes sur Terre. Et c'est bon, il y a 7 milliards de personnes qui vont aller au paradis. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Voilà, ce soir, c'est la fin du monde. Il y a 7 milliards de personnes qui vont aller au paradis. Il y en a juste 1000 qui vont aller en enfer. Et rien à voir avec vos actions. En fait, c'est purement tiré au sort. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et donc voilà, à ce moment-là, c'est plutôt bonne nouvelle pour tout le monde. Hein. Ça veut dire que c'est à peu près sûr d'aller au paradis. Je veux dire, 7 milliards sur 1000, voilà, 1000 sur 7 milliards, ça fait vraiment dérisoire. Pas la probabilité de gagner au loto, de perdre au loto, enfin la probabilité de gagner au loto et la probabilité d'aller en enfer. Voilà, c'est ça. Donc, a priori, c'est plutôt bien parti pour tout le monde. Mais donc, Dieu est un logicien bizarre. Il veut nous faire une expérience bizarre. Et donc, il nous dit, voilà ce qui va se passer. Donc, ce soir, vous allez tous vous endormir. Et demain, je vais réveiller 1001 personnes. Je vais réveiller les 1000 damnés. Et je vais réveiller une personne sauvée. Voilà. Et je vais les mettre ensemble dans une pièce pendant 1 heure. Comme ça, ils pourront discuter ensemble. Et puis, à la fin de la journée, à la fin de l'heure, bien, je vais rendormir les 1000 damnés, je vais leur faire oublier tout ce qui s'est passé, et je vais prendre la personne sauvée, je vais l'envoyer au paradis. Et puis je vais recommencer comme ça demain avec une deuxième personne, etc., enfin, avec les 7 milliards de personnes sauvées. Voilà ce qui va se passer, en gros, donc, pour les 7 milliards de jours à venir. Et donc voilà, tu vois bien pourquoi c'est à peu près similaire au paradoxe de la Belle au bois dormant. Ouais. Et c'est extrêmement bizarre si t'es demiste, parce qu'en gros, ça veut dire que tu vas te réveiller, tu seras au milieu de 1000 personnes, et tu sais que, voilà, on est 1001 personnes, tu sais qu'il y a 1000 personnes damnées parmi l'ensemble de toutes les personnes damnées. Et c'est vrai que j'aurais du mal à me dire que non, mais il n'y a pas de problème, parce que de façon antécédente, je sais que j'ai très peu de chances d'être damné, et je sais que je vais me réveiller à un moment donné dans cette situation-là, et donc il faudrait que j'acquière pas d'informations en me réveillant. Ouais. Et donc il faudrait que je continue de croire que je suis la seule personne sauvée parmi les 1000 personnes. Je regarde les autres comme ça en me disant, c'est pas de chance. Et ce qui est marrant, c'est que si tous les autres sont aussi rationnels que moi, tous les autres vont avoir exactement la même attitude. C'est génial. C'est génial. Mais ouais, moi je reste demiste dans ce cas. Là, tu resterais demiste, tu regarderais tous les autres comme ça. Donc... Ça va les gars? Ouais. Désolé pour vous. Voilà pourquoi ça me paraît très bizarre. Si j'essaie vraiment de formaliser ce qui pose problème là-dedans, et pourquoi c'est vraiment paradoxal, c'est que tu as l'impression que si tu prends un ensemble de personnes rationnelles, tu leur donnes les mêmes informations, elles vont, voilà, leur vision du monde ne devrait pas se contredire. Et là, finalement, dans une situation où ce ne sera pas le cas. Imagine que tous sont rationnels, donc tous sont bayésiens, en même temps vraiment c'est vraiment le raisonnement rationnel. Donc, ils ont tous accès aux mêmes informations. Et là, quand ils se réveillent dans cette salle de purgatoire, pour ainsi dire, 1000 damnés et une personne sauvée, elles ont des croyances qui, en fait, se contredisent, parce que tout le monde pense que tous les autres sont damnés. Et pourtant, elles sont toutes rationnelles et elles ont accès aux mêmes informations. Imagine, on se réveille ensemble, et donc on est deux bayésiens, et du coup, moi je dis, ah, c'est pas de chance, t'es damné, c'est sûr. Et toi, tu me dis la même chose. Et quelque part, nous deux, on est rationnels. Je vois pas c'est quoi, c'est un problème. On n'aura pas les mêmes préjugés, on n'aura pas les mêmes croyances. Mais je vois pas où est le problème. Il y en a un qui a raison, et toi tu firas en enfer. Ouais, c'est exactement ce que je me dis à ton sujet. Et je trouve quand même il y a quelque chose d'un peu gênant dans ce truc-là, dans le fait que on a beau être tous rationnels, avoir accès aux mêmes informations, en fait, on n'est pas d'accord. Mais je pense que enfin, pour un vrai bayésien, c'est pas choquant. Enfin, on a tous des préjugés différents. Bah justement, je pense qu'on a accès à peu près aux mêmes informations. Donc, il y a vraiment la seule différence, c'est l'indexicalité de l'information. C'est le fait que ça. En gros, on pourrait dire qu'on est tous d'accord sur la phrase « Je suis sauvé et les autres sont damnés ». Tout le monde est prêt à dire ça et tout le monde dit « Oui, j'ai des arguments rationnels pour dire ça ». Donc,
on est d'accord, mais vraiment avec des guillemets, parce qu'on est d'accord sur cette phrase qui est indexicale et qui en fait a un sens différent pour chacun des locuteurs. Parce que quand tu dis « je suis sauvé » et les autres sont damnés, ça n'a pas le même sens que quand c'est moi qui le dis. Et donc en fait on est en désaccord si on lit la phrase non pas de façon indexicale, enfin vraiment en essayant de traduire le contenu indexical en disant en fait Thibaut croit que Thibaut est sauvé et que Lé est damné, et Lé croit que Lé est sauvé et que Thibaut est damné. Donc en fait on n'est pas d'accord. Ouais, mais je trouve ça normal, moi. Ouais, peut-être pas. Ça te gêne pas? Moi vraiment, il y a un truc qui me gêne là-dedans, fondamentalement. Il faut que je réfléchisse plus, c'est intéressant, hein, je connaissais pas. Je vais réfléchir. Ouais, cette variante, elle est chouette. J'aimerais bien trouver la source de ça. C'est vraiment juste un truc qu'on m'a raconté et je l'avais retenu parce que je trouvais que c'était juste une variante géniale. Ah, c'est vraiment génial en tout cas. Ouais. Je la trouve presque plus intéressante que celle de La Belle au Bois dormant. En tout cas, ça me montre mieux pourquoi c'est inconfortable. Ou alors peut-être qu'on a tort, qu'on devrait effectivement changer d'avis quand on se réveille, que ce serait rationnel, je sais pas. Mais j'ai tendance à être plutôt demi-iste, j'avoue. Mais je vois bien pourquoi c'est problématique, en tout cas, effectivement, d'être demi-iste. Et cette variante-là, vraiment, permet de bien le sentir, je trouve. Bah, je vais y réfléchir. Je vais le poser aux autres. Ok, bah on fera un follow-up pour l'Axiome 3, si on a d'autres idées. Ok, bah... La prochaine fois qu'on se retrouvera dans une salle comme ça, au moins on sera tous les deux heureux. Voilà. Ouais, c'est bien. Au moins, il y aura une bonne ambiance. Tout le monde est là. Ouais, c'est bon. À part les fréquentistes qui seront... Oui, c'est ça. On reconnaîtra les fréquentistes. C'est ceux qui sont démoralisés. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, cette histoire de Sleeping Beauty et de Thibaut qui pense qu'il va survivre alors que clairement il est condamné. Partout sur YouTube, pensez à partager si vous avez aimé, pensez à liker. Donc vous pouvez nous retrouver aussi sur iTunes et sur Player FM. Il y a aussi un RSS pour ceux qui utilisent ça. Et à la prochaine fois. Voilà, à la prochaine fois.